ou rebonjour. Je vais vous faire une présentation de JWT. Donc c'est un token que beaucoup de devs connaissent. Certains pas du tout, certains une petite partie. Et voilà. Moi je vais vous montrer ce avec quoi moi j'ai travaillé et je fais quelques recherches en plus pour faire de ce talk un truc un peu plus intéressant. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur back-end depuis une dizaine d'années. Je fais du Java, j'ai fait du PHP, maintenant un peu de Go. Je travaille actuellement chez Lydia, une application mobile de paiement. Et d'ailleurs, on recrute, hein, comme toutes les boîtes. S'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Donc Lydia, c'est donc une application de paiement avec laquelle on peut faire plein de choses. Envoyer de l'argent à des gens qui ont Lydia, envoyer de l'argent à des gens qui n'ont pas de Lydia, avoir des cartes de crédit super cool avec des plafonds infiniment mieux que ce que vous avez avec votre banque. Voilà. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout cryptographe. On va aborder quelques concepts de cryptographie, mais moi je suis un développeur lambda qui a un peu travaillé avec ça, qui a fait des recherches un peu en plus, mais voilà, ça s'arrête là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà c'est quoi un jeton? Ça a quelle forme? À quoi ça sert? Un jeton, c'est une chaîne de caractères, pas grand chose de plus. Et à quoi ça sert? Ça sert souvent à faire de l'authentification ou de l'autorisation. On peut imaginer plein d'autres cas d'usage, mais 99% des usages, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une simple chaîne de caractères? Alors oui et non. On peut distinguer deux familles chez les tokens ou chez les jetons. Les tokens qui sont des références, donc c'est une chaîne de caractères qui fait référence à quelque chose de votre SI à vous, et qui, en dehors de ce SI, n'a aucune signification. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur pour un attaquant, par exemple, mais en tout cas, il n'a voilà, aucune signification en dehors du SI. Deuxième famille de tokens sont les tokens par valeur. Donc, ce sont des jetons, des chaînes de caractères, encore une fois, mais qui portent une information. Et donc, vous l'aurez compris, JWT ou JSON Web Token, c'est un token par valeur, donc qui va porter des informations. JWT, c'est défini comme une façon compacte et sécurisée de transmettre des informations. C'est fiable et digne de confiance. Le but, donc quand j'ai dit compact, le but c'est d'avoir des tokens relativement réduits. Pourquoi? Parce qu'ils doivent transiter principalement via HTTP, et donc on n'a pas forcément envie de faire passer énormément de données via HTTP. À la base, c'est une technologie qui est inspirée de SWT, Simple Web Token, que je pense pas grand monde connaît, qui globalement était à peu près ce qu'est JWT, mais sans la partie JSON. Pour finir sur ça, sachez qu'il y a plein d'implémentations de JWT dans plein de langages. Ces implémentations, elles sont relativement inégales. Et alors, juste une question, qui connaît déjà JWT dans la salle? Ok. Qui appelle ça JOT? Ok. En fait, dans la RFC, c'est décrit, à JWT, c'est censé se prononcer JOT. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui sait ça. Voilà. Alors, un petit aparté. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait parler un petit peu de cryptographie. Est-ce que vous connaissez le truc classique, crypté, chiffré? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais sachez qu'on ne dit jamais crypté, on dit chiffré. Il y a plein de ressources très marrantes pour expliquer tout ça très bien. Là, je n'ai pas vraiment le temps. C'est vraiment pas compliqué, mais voilà, on dit chiffré, on ne dit jamais crypté. Maintenant, on va parler signature, chiffrement. La signature et le chiffrement, c'est des opérations cryptographiques qui vont avoir pour but d'apporter des propriétés à nos échanges dans le but d'apporter de la confiance. Parce que quand on échange des choses sur Internet, on a besoin d'avoir de la confiance. Est-ce que c'est toi qui me l'as envoyé? Est-ce que c'est bien ça que tu voulais m'envoyer? Est-ce que personne l'a vu, etc. Donc la signature, ça va apporter trois propriétés. La première, c'est l'intégrité. Donc est-ce que le contenu que tu m'as envoyé n'a pas été altéré? La deuxième, c'est l'authentification. Est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé ce message? Et le troisième, c'est la non-répudiation. C'est-à-dire que oui, c'est toi qui m'as envoyé le message, tu ne peux pas nier m'avoir envoyé ce message. Enfin, le chiffrement, ça va apporter une couche de confidentialité. C'est-à-dire que si moi j'envoie quelque chose, s'il est chiffré, il n'y a que le destinataire qui devrait pouvoir lire le contenu.
Alors maintenant, à quoi ça ressemble un JWT? Alors, avant d'aller plus loin, il y a un site qui s'appelle jwt.io qui est fait par Auth0, qui permet de jouer un petit peu avec JWT. Donc voilà, c'est plutôt rigolo et interactif. Donc vous pouvez aller voir ça. Alors voilà, c'est ça un JWT. C'est une chaîne de caractères. C'est pas très rigolo. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins déjà remarqué que ça ressemble à du base64, et c'est vrai. Maintenant, si on rajoute un petit peu de couleur, on va déjà avoir un petit peu plus d'informations. On voit qu'il y a 3 parties, qui sont 3 chaînes de caractères qui sont concaténées par des points. Voilà, bon, pour l'instant, rien de plus. Maintenant, si on base64 décode les 2 premières parties, on va obtenir ça. Deux objets JSON. La première qui est l'entête, la deuxième qui est la charge utile ou le payload, qui contient des informations. Et la troisième partie qui est là, un hashMAC du reste, de l'entête et du payload, encodé en base64. Ensuite, un petit truc que je pense pas tout le monde connaît, ça c'est aussi un JWT, juste sérialisé au format JSON. L'autre truc c'était un JWT sérialisé au format compact. Mais ça c'est parfaitement décrit dans la spec comme étant un JWT valide. Maintenant on va faire un tout petit focus sur l'entête. L'entête ça va permettre de spécifier les opérations cryptographiques qui ont amené à la construction de ce token, et donc qui vont permettre notamment la vérification après. Donc il y a tout un tas de propriétés qui sont définies dans la spec. Bien évidemment, la plupart du temps, on ne les utilise pas toutes. Donc on peut notamment remarquer le type d'algorithme qui a été utilisé, et des choses comme ça. Et après, on va voir un peu plus de choses plus tard. Ensuite, on va regarder un peu la charge utile. La charge utile, il y a en réalité 3 familles de propriétés. La première, c'est les registered claims. C'est un bon point de départ quand on veut implémenter un JWT. On va vouloir mettre des informations et toutes ces informations-là, qui sont registered claims, elles sont définies dans la spec et donc elles vont permettre par exemple de définir l'émetteur du jeton, quel est le serveur qui a émis ça, pour qui, donc l'audience, le sujet du jeton, c'est-à-dire de qui ça parle, des dates d'expiration utilisables à partir d'eux, etc., etc. Et le JTI par exemple qui est un identifiant unique du jeton. Tout ça, c'est optionnel. Voilà, mais c'est un bon point de départ malgré tout. Vous remarquerez que les noms des propriétés sont assez courts, toujours dans l'optique d'avoir un token le plus compact possible. Ensuite, la deuxième famille, c'est les public claims. Alors, ce n'est pas défini dans la spec. Par contre, c'est enregistré auprès de l'IANA, l'organisation qui définit les noms sur Internet, en gros. Et donc, par exemple, OpenID Connect a des public claims définis chez IANA pour l'utilisation de JWT. Donc, ils ont des clés spécifiques OpenID Connect qu'on peut utiliser. Et la troisième partie, c'est les private claims. Donc là, c'est la liberté. Vous mettez ce que vous voulez. Il suffit juste que les 2 parties qui vont communiquer ce token, celui qui va l'émettre, celui qui va le recevoir, connaissent et se mettent d'accord sur le contenu. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu de JWT, on va voir qu'en fait, JWT, ça fait partie de quelque chose qui s'appelle JOSE, qui est en fait une famille de standards. JOSE, c'est pour JavaScript Object Signing and Encryption. Et donc ça, on va voir toutes les familles, tous les standards qui font partie de JOSE. Donc, la première, c'est JSON Web Token, ce qu'on vient de voir. Donc ça permet en gros d'échanger de l'information entre plusieurs parties. La deuxième, c'est JSON Web Signature. Donc c'est ce qui va définir tout ce qui est jeton signé uniquement. Donc en gros le JWT qu'on a vu avant. JSON Web Encryption, donc c'est des jetons, des JWT qui sont chiffrés et donc confidentiels. Ensuite, il y a une famille qui est JSON Web Algorithm, qui va définir tous les algorithmes utilisables via JWT, donc des algorithmes à signature symétrique, à signature asymétrique, etc.
Toute une famille aussi qui va correspondre au JSON Web Key, donc les clés de chiffrement ou de signature. Et voilà. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et regardons un peu ce que c'est JWE. JWE, déjà, on a moins l'habitude de le voir. Alors voilà, c'est ça un JWE. Donc, désolé pour la slide, c'est pas terrible. Donc c'est sous la forme compacte. Voilà. Pour l'instant, on se dit ouais, ça ressemble à un gros JWS, quoi. Si je mets un peu de couleur, déjà on voit que c'est un petit peu différent. Là, on voit 5 parties. Donc on va analyser maintenant. En gros, comment on génère un JWE? Déjà, on a un payload, d'accord, qu'on va vouloir envoyer, faire transiter. On a également une clé symétrique. On va chiffrer ce payload avec la clé symétrique. On va générer un vecteur d'initialisation ou pas, ça dépend des algorithmes de chiffrement ou de signature qu'on va vouloir utiliser. Et ensuite, donc on va chiffrer ce texte, on va chiffrer la clé symétrique qui a servi à chiffrer le contenu avec la clé publique du destinataire. Parce que je vous rappelle, ça reste du chiffrement. Donc le but, c'est de chiffrer avec une clé publique pour pouvoir être déchiffré avec une clé privée. On concaténe tout ça, on base 64 URL encode tout ça, et ça nous donne le jeton qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, le même jeton, le même token sous la forme JSON. On voit les 5 parties exactement de la même manière. Là, je viens de vous montrer une petite partie de JWE. En vrai, la spec, elle est encore plus étendue. Maintenant, on va parler de la gestion des clés. Donc, dans Jose, on a vu, il y a une RFC qui est dédiée à la gestion des clés. Et donc, qui va en partie définir les opérations cryptographiques qui vont permettre de signer ou chiffrer ces tokens. Voilà comment on structure une clé au format JSON Web Key. Cette clé, il faut comprendre qu'elle est soit embarquée dans le token, soit mise à disposition par une API, tous les moyens que vous voulez au sein de votre SI. Alors ici on a un exemple, parce qu'encore une fois il y a plus de propriétés que ça. Il y a l'algorithme qui est censé être utilisé avec la clé. Donc ici un algorithme de type AES. On a le type de la clé, donc oct pour octet, donc en gros une chaîne de caractères. Ça pourrait être RSA ou courbe elliptique par exemple. Et enfin on a la propriété K qui est la clé. Alors, pareil, de la même manière, on peut avoir plusieurs clés, un tableau de clés. Et donc ici, on a un tableau JSON avec plusieurs clés. Encore une fois, qu'on peut récupérer de la manière que vous voulez, via une API, par exemple. Alors là, un élément intéressant, c'est que sur l'exemple d'avant, il y avait la clé qui était dans la représentation. Ici, on a une représentation avec un identifiant de clé, le KID. Donc, qui va permettre, donc vous mettez ça dans votre token. Quand le serveur va recevoir le token, il va voir ce KID-là, il va récupérer un tableau de clés, par exemple, comme on a vu avant, il va prendre ce KID, il va trouver la clé qui va matcher et qui va être censée être utilisée pour vérifier le token. Alors on peut également mettre des URL qui pointent vers des certificats X509, donc en gros des clés publiques. On peut également mettre des URL qui pointent vers les tableaux de clés dont j'ai parlé. Et ensuite, on utilise le KID pour trouver la bonne clé. Et voilà, etc., etc. Il y a encore plein d'autres choses. Là, c'est une toute petite partie de JSON Web Key. Alors maintenant, à quoi ça sert tout ça? On a vu quelques exemples. Le cas d'utilisation le plus fréquent, je pense, c'est de s'en servir comme jeton d'API. Donc vous récupérez un token, le client met ça typiquement dans le header autorisation, voire en URL ou enfin en param, en query param ou des choses comme ça, et vous envoyez ça. Le serveur, lui, il va récupérer ce token. Comme c'est un token qui porte des informations, il ne va pas être obligé d'aller demander à un serveur d'autorisation ou autre est-ce que ce token, est-ce que je peux autoriser la personne avec ce token? Non, ce token, comme il porte ses moyens de validation et du contenu, on n'aura pas besoin d'aller consulter quelqu'un d'autre. Un autre cas d'utilisation, c'est de l'utiliser avec O2. Donc l'access token, ça peut très bien être une chaîne de caractères, donc un token par valeur, par référence, pardon.
Mais on peut très bien faire de cet access token un JWT. C'est pareil, décrit il y a une spec exprès pour ça. Et donc voilà, de la même manière, on va avoir un petit peu plus de contexte quand le serveur va recevoir la requête du client avec ce token JWT. Également, dans OpenID Connect, l'ID token, c'est forcément un JWT. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des claims publics qui étaient spécifiques à OpenID Connect. Donc typiquement, je sais pas, le first name, last name, des informations sur l'utilisateur. Tout ça, c'est des public claims enregistrés auprès de Yana. Alors, il y avait un truc aussi, quand JWT est sorti, ou en tout cas est devenu un peu plus hype, c'était l'histoire de faire des sessions stateless. Donc en gros, mettre la session dans le JWT, et donc c'est le client qui va envoyer le JWT au serveur. Le serveur n'aura pas de session du coup, et va s'appuyer sur ce token pour la session de l'utilisateur. Et c'était censé être super scalable et tout. Alors moi, je vais être honnête, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais travaillé sur un système comme ça. Peut-être que ça marche très bien, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, s'il y a un problème de charge à un moment donné sur votre système, c'est rarement le Redis qui porte les sessions qui va être le premier à tomber, quoi. Enfin, il y aura probablement d'autres choses qui vont tomber avant. Bon, voilà, c'est mon avis, quoi. Et enfin, on peut imaginer tout un tas d'usages totalement custom auprès du WT. Voilà. L'idée, c'est d'échanger de l'information de façon sécurisée entre plusieurs parties. Voilà, on peut imaginer plein d'autres choses. Donc, ce token étant construit pour faire de l'authentification, de l'autorisation, des choses comme ça, c'est un angle d'attaque relativement évident pour les attaquants. Alors, on va voir quel type d'attaque existe. Alors, la première, c'est l'attaque jeton non sécurisé. Je vous ai dit que dans l'entête, il y avait les moyens, il y avait l'algorithme qui avait servi à chiffrer ou signer le token. Si on met non, si on prend un token, on a volé un token, on prend un token, on enlève la signature, on met non en tant qu'algorithme, ça reste un token parfaitement valide. C'est décrit dans la spec, on peut très bien ne pas avoir d'algorithme de signature ou de chiffrement. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des librairies serveurs qui s'appuyaient sur l'algorithme trouvé dans le jeton qu'elle recevait pour déterminer quel processus elle allait faire pour vérifier ce token. Donc, si vous m'avez suivi, je suis un serveur, je reçois un token qui a été modifié par un attaquant, donc la signature a été enlevée, on a changé l'algorithme par non. Ok, je prends l'algorithme, je vois que c'est non, du coup j'applique pas de contrôle sur la signature et je dis que le token est ok. Donc moi je suis attaquant, j'ai pu modifier les informations qu'il y avait dans le token, le serveur ne le verra pas. Ça c'est une faille qui a été très vite exploitée dès que JWT est sorti donc c'était dû à un manque de restriction au niveau des librairies qui validaient ces tokens. Une autre attaque relativement simple, c'est l'attaque par brute force. Si vous arrivez à voler un JWT, il n'y a rien qui vous empêche de brute forcer ce token jusqu'à trouver la bonne clé, si c'est de la signature symétrique, avec clé symétrique. Il n'y a rien qui vous empêche de brute forcer, de trouver la clé. Une fois que vous avez la clé, vous pouvez faire vos propres tokens et l'envoyer au serveur. Le serveur n'y verra que du feu. Alors une autre attaque un petit peu plus sympa. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait signer soit avec une clé symétrique, soit avec une clé asymétrique. L'attaque, c'était de prendre un jeton qui a été signé avec une clé asymétrique, changer l'algorithme en disant que non, ça a été signé avec une clé symétrique. Utiliser la clé publique qui a servi à signer le jeton pour re-signer le jeton et la faire passer donc pour la clé symétrique. Et donc le serveur reçoit ça, voit que c'est encore un peu le même genre d'attaque. Le serveur reçoit ça, voit que l'algorithme de signature, c'est une signature par clé symétrique, prend la clé symétrique qui était la clé publique mais qui a été détournée, vérifie le token et ça passe. Alors, est-ce que tout ça, c'est le résultat de mauvais développeurs, du coup, parce que c'est quand même des failles relativement importantes là, dont je viens de parler.
En vrai, non. C'est juste, souvent, hein, on est des développeurs, on n'a pas forcément de compétences en matière de sécurité. Des fois, dans des boîtes, il n'y a personne qui a de compétences en matière de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on l'a tous fait. On prend un tuto, JWT, implémentation, paf, on commence à implémenter. Souvent, on veut aller vite, pour plein de raisons différentes. Donc, on prend le premier tuto qu'on voit, on va à la façon la plus simple, notamment utiliser une clé symétrique. Et on a vu que quand même, utiliser une clé symétrique, c'est un petit peu moins robuste qu'utiliser une clé asymétrique. Voilà, c'est un constat. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le paradoxe de JWT. J'ai dit que c'était un token qui portait ses moyens de validation, mais pour le valider, il faut faire confiance aux données qu'il contient, parce qu'il faut faire confiance au header, aux algorithmes qui a été défini dans le header. Donc, on veut faire confiance au token pour le valider lui-même. C'est un peu compliqué. Alors voilà, maintenant, quelques conseils de sécurité. Premier conseil, c'est que les clés qui vont servir à signer ou chiffrer les tokens, ça doit être considéré vraiment comme des secrets. Ce n'est pas des choses qu'on laisse traîner comme ça. On doit avoir une vraie politique de gestion de clés, avec des tailles suffisantes, avec des rotations de clés, etc. Deuxième conseil, et je pense que c'est le plus important, si j'ai bien réussi à faire passer l'information, c'est ne pas tout accepter. Ne pas accepter, la première règle, c'est ne pas accepter d'utiliser l'algorithme qu'il y a dans le token pour le valider lui-même. D'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est avoir une liste blanche, voire même hard-codée dans le code, dire « moi, j'accepte que les tokens signés avec tel algorithme ». D'accord ? Donc, on n'accepte pas none, on n'accepte pas des clés symétriques si notre système, on veut que des clés asymétriques, etc. De la même manière, tout à l'heure, je vous ai parlé d'URL pour aller récupérer les clés ou pour aller récupérer une clé publique, un certificat X509, etc. Liste d'autorisation sur les noms de domaine. D'accord ? Parce que sinon, un attaquant pourrait potentiellement changer, mettre son nom de domaine à lui, etc. Et usurper l'identité de l'émetteur de la clé. Donc en clair, ne faites pas confiance au header du token. Ensuite, préférer l'asymétrique, ça a un avantage, c'est que ça évite de partager le secret, parce que sur une clé symétrique, vous avez le secret, mais vous le donnez aussi à celui qui va le recevoir ou qui va faire le jeton, je ne sais pas. Donc voilà, c'est déjà une première faille de sécurité, vous avez déjà partagé le secret. Ensuite, utilisez une librairie existante et éprouvée. Ne codez pas ça vous-même, sauf si vous êtes ultra compétent. C'est assez facile et c'est très rapide même de développer sa propre librairie capable de valider un JWS ou même de le construire. Un JW, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais en vrai, ça se fait aussi. Mais du coup, c'est aussi très facile et très rapide de laisser plein de failles, dont celle dont j'ai parlé. Et il y en a probablement plein d'autres si vous vous lancez vous-même là-dedans. Notre conseil, ne vous battez pas pour révoquer les JWT. Alors moi j'ai souvent entendu des gens dire comment on va faire pour révoquer ces jetons, parce que ces jetons ils ont une durée de vie. C'est inhérent à la spec que ces jetons ont une durée de vie et ne sont pas faits pour être révoqués. Si vous pensez avoir besoin de les révoquer, souvent, c'est peut-être que vous avez une durée de vie de jetons trop longue. Donc, peut-être mettre une durée de vie plus courte. Après, je dis ça, c'est un principe, mais malgré tout, on peut quand même avoir envie de les révoquer pour des raisons un peu obscures. Dans ce cas-là, plusieurs manières. Potentiellement, on peut casser le biclé, ou détruire le biclé qui a permis de signer ce token, si c'était une clé asymétrique. Ou alors, on peut utiliser une liste de refus. Voilà, c'est des solutions, mais là, du coup, on perd un peu l'intérêt du JWT qui est d'être stateless et de ne pas avoir besoin de faire des appels à des serveurs pour les valider. Maintenant, un petit focus aussi sur la confidentialité, pour que ce soit bien clair. Les informations contenues dans un JWS, donc un token signé, c'est encodé en base 64, c'est absolument visible par tout le monde. Voilà, ça n'a rien de confidentiel. Donc, sur ce constat, on évite de loguer les jetons. Ne serait-ce que rapport à la RGPD, on n'a pas le droit de stocker des informations utilisateurs pour
si on n'a pas de raison valable de le faire. Donc typiquement, si on a un jeton qui passe dans une URL, le Nginx ou n'importe quel serveur va probablement le loguer. Et donc, faites attention à ça, quoi. Évidemment, mettre les informations nécessaires et suffisantes. Évidemment, on ne met pas de mot de passe, on ne met pas de choses comme ça, on ne met pas de choses sensibles qu'on ne veut pas dévoiler. Faut s'imaginer qu'un JWT, une fois qu'il a été émis, il peut très bien faire sa vie en dehors de votre SI potentiellement. Donc voilà. Dans le même esprit, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un JWT, ça devait être compact. Donc on évite de mettre trop d'informations. On met ce dont on a besoin et rien de plus. J'ai une histoire comme ça où, je peux le dire parce que c'est moi qui ai fait la connerie, j'avais mis des informations sur une entité dans mon JWT, sauf qu'au fil du temps, cette entité a eu de plus en plus de relations. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à embarquer des tableaux énormes de choses dans mon JWT sans m'en rendre compte. Et du coup, au bout d'un moment, c'était énorme et ça faisait péter les requêtes. Donc, voilà. Parcimonie et justesse. Évidemment, bon, on le dit, mais un JWS ou même un JWE, ça ne transite que via HTTPS et pas en HTTP. Maintenant, un petit focus sur les alternatives. Parce qu'on a vu que c'était très cool, le JWT, qu'on pouvait faire plein de choses. On a aussi vu qu'il y avait quand même quelques problèmes. Alors, a-t-on vraiment besoin d'alternatives ? Bah ouais, on peut penser qu'on peut faire mieux du coup. Alors, je vais être très honnête, j'ai pas beaucoup utilisé toutes ces alternatives. J'ai fait quelques petites recherches pour le talk. Il y a Clever Cloud qui a sorti un truc qui s'appelle Biscuit il n'y a pas longtemps et qui a fait 2-3 articles de blog dessus, si ça vous intéresse. Et je crois qu'il y a déjà des implémentations en Java, .NET, Go et peut-être d'autres encore. Donc voilà, ça a l'air prometteur, intéressant. N'hésitez pas à les voir. Il y a un truc qui s'appelle Passetto, qui est très proche de JWT, mais qui s'est focus sur la grosse faille en gros de JWT, c'est-à-dire l'algorithme dans le header. Donc pas d'algorithme dans un Passetto, mais par contre ils utilisent un système de version. Il y a une draft RFC qui a été posée il y a quelques années. J'ai l'impression que c'est bloqué, ça semble abandonné. Donc il y a une implémentation qui existe et qui est probablement utilisée, mais ça sera jamais un standard à mon avis. Ensuite, il y a un truc qui était sorti il y a quelques années aussi, plus ou moins rapport. Enfin, c'était Google qui avait plus ou moins lancé ça, qui s'appelle Macaroon. C'est une histoire. En gros, un macaron, ça va permettre. C'est censé transiter sur des microservices et un macaron peut émettre un autre macaron avec des droits égaux ou dégradés. Et du coup, ça permettait de faire des choses intéressantes. Je ne sais pas vraiment l'implémentation, à quel niveau elle est. Et enfin, il y a un autre truc qui s'appelle Branca, que je ne connaissais pas du tout, voilà, que j'ai mis pour l'exemple. Maintenant, il est temps de conclure. Pour résumer, JWT, c'est clairement un standard très utilisé aujourd'hui, mais comme tout ce qui touche à l'authentification, la sécurité, etc., c'est sensible. Donc, il y a des bonnes pratiques à avoir et à appliquer. On ne fait pas n'importe quoi. Faut prendre le temps d'analyser les besoins, prendre le temps de mettre en place des choses, pas aller au plus vite, pas forcément faire de la signature avec clé symétrique, voilà, des choses comme ça. Définir correctement son contenu, les algorithmes qu'on va utiliser, avoir une vraie politique de gestion des clés, etc. Et donc là, je vous ai parlé d'une partie de la spec, mais en fait, c'est une spec immense. Donc il y a plein de possibilités pour générer un jeton. Ce qui fait que c'est compliqué de tout couvrir. Donc faites confiance aux implémentations robustes et vous ne lancez pas là-dedans, à mon avis. Je remercie le JUG Summer Camp et merci à vous pour votre attention.